Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le discours du général Abdel Fattah al-Burhan à la tribune de l'ONU. Le chef de l'armée soudanaise en guerre contre les forces de soutien rapide depuis plus de 5 mois alerte l'ONU sur le risque d'extension du conflit et plaide pour une solution pacifique. Hausse du taux d'inflation au Nigeria. Au mois d'août dernier, il était estimé à 25,8% contre 24,08% en juillet, soit son plus haut niveau en 18 ans. Et puis le défi de l'autosuffisance en riz au Sénégal, un défi que les autorités tentent de relever depuis plus de 10 ans. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà plus de 5 mois que le chaos règne au Soudan. Depuis le 15 avril dernier, l'armée et les forces de soutien rapide se livrent à une guerre sanglante qui a déjà fait plus de 7000 morts selon l'ONG ACLED. Et alors que l'espoir d'un retour à la paix semble encore loin, le général Abdel Fattah al-Burhan redoute une régionalisation du conflit. Il a sollicité l'aide de la communauté internationale pour résoudre pacifiquement cette crise. Marie-Raphaël Antolo. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre née d'une incompréhension entre le chef du principal groupe paramilitaire soudanais, Mohamed Dagalo, et le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Depuis lors, les affrontements qui ont dégénéré en violence ont fait plus d'1 millier de victimes et 700 000 réfugiés selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Face à cette situation, le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, à la tribune des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à œuvrer pour un retour à la paix au Soudan. Depuis le 15 avril, Monsieur le Président, le peuple soudanais connaît une guerre destructrice lancée par les forces de soutien rapide rebelles. Ils ont établi des alliances avec des milices tribales et d'autres acteurs régionaux et internationaux. Ils ont amené des mercenaires de plusieurs régions du monde et se livrent aux crimes les plus atroces contre le peuple souverain. Ces groupes ont tué, pillé, volé, violé et se sont emparés de biens et de logements de civils. Le fardeau de la guerre semble d'autant plus lourd à porter pour l'économie soudanaise, héritière des sanctions infligées au régime d'Omar el-Béchir. À la chute de ce dernier en avril 2019, le gouvernement civil avait tenté en vain de redresser la barre avant d'être renversé par les généraux. Aujourd'hui, la dégradation du climat sociopolitique a entraîné la fermeture de plusieurs fleurons de l'économie, détruisant des milliers d'emplois. Les ports du Soudan étant à l'arrêt, le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU, plongeant ainsi quelques 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Une situation qui met à rude épreuve les systèmes de survie déjà fragiles de la région. Chercher la paix pour mettre un terme à cette guerre et alléger les souffrances de notre peuple. Nous avons également accepté l'initiative de nos frères du Soudan du Sud, de l'Ouganda et de la Turquie. Tout cela s'est heurté au refus des rebelles de trouver une solution pacifique et ils souhaitent détruire l'État, commettre un génocide et déplacer les personnes de manière forcée. D'après le président de la transition soudanaise, si rien n'est fait, l'histoire du Soudan, contenue dans les différents musées et d'autres constructions historiques seront détruites. Abdel Fattah al-Burhan a appelé les organisations régionales à travailler dans l'intérêt du peuple africain, soulignant qu'il ne permettrait pas à certains partis extérieurs d'imposer des solutions aux problèmes soudanais selon leurs propres intérêts. C'était le 27 juillet dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU votait à cette date la reconduction de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Une reconduction que n'a pas manqué de dénoncer le président Faustin Archange Touadéra à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Pour le chef de l'État, cette directive constitue une entrave à la réalisation des objectifs de l'agenda 2030, un sujet de la rédaction. Sa demande était prévisible tant elle est incessante. À la tribune de l'ONU ce 21 septembre, le président Faustin Archange Touadéra a une nouvelle fois réclamé la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Un embargo reconduit par le Conseil de sécurité de l'ONU, et ce jusqu'au 31 juillet 2024. Pour le chef de l'État,
Cette décision, qu'il juge cynique, est aussi synonyme d'obstacle à la réalisation des objectifs inscrits dans l'agenda 2030. La République centrafricaine dénonce à la face du monde cette cynique décision qui trahit l'intention inavouée des membres du Conseil qui l'ont votée d'instrumentaliser les régimes de sanctions à des fins de pression politique sous l'égide de l'ONU. Je dois rappeler, pour le déplorer, que les embargos sur les armes et diamants, reconduits depuis 10 ans, auxquels s'ajoute la suspension des appuis budgétaires, constituent de réels obstacles à la réalisation par mon pays des objectifs de l'agenda 2030. En Centrafrique, l'embargo sur les armes est en vigueur depuis 2013. Une année noire pour le pays puisqu'il plonge en pleine guerre civile après le renversement de l'ancien président François Bozizé. Depuis, cet embargo a été assoupli. En juillet dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une dérogation en faveur des forces de sécurité. Une dérogation que le chef de l'État qualifie de fallacieuse. Critique envers l'instance, le dirigeant a par ailleurs réitéré une réforme de l'organe onusien. La position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'augmenter le nombre des membres permanents et non permanents et d'accorder un siège permanent à l'Afrique, et ce ne sera que justice. La République centrafricaine estime qu'il est urgent de réparer cette injustice historique subie par l'Afrique au regard des agendas importants tels que le sommet du futur en 2024 et le 80e anniversaire des Nations Unies en 2025, qui pourront être des occasions d'unir les pays membres afin de prendre des mesures concrètes pour la dite réforme. Une demande formulée depuis des années par l'Union africaine qui milite pour une meilleure représentation du continent au sein des institutions internationales. L'UA réclame à ce propos au moins 2 sièges permanents avec droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'actualité également, deuxième round de négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie autour du grand barrage de la Renaissance. Les 3 pays se sont de nouveau retrouvés à la table des discussions ce 23 septembre à Addis Abeba. Une information confirmée sur les réseaux sociaux par le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Les pourparlers, interrompus depuis avril 2021, avaient finalement repris le 27 août dernier. Le mois suivant, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la fin du remplissage du barrage, un projet source de tensions entre Addis Abeba, Khartoum et le Caire. L'Égypte et le Soudan craignent pour leur approvisionnement en eau. Les prix continuent de grimper au Nigeria. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation atteint 25,8% au mois d'août, le plus haut taux enregistré en 18 ans. L'instance précise également que l'inflation sur les denrées alimentaires s'est chiffrée à 29,34% en août contre 26,98% en juillet. Les précisions de cher Omar Kabara. Le taux d'inflation annuel au Nigeria a atteint son niveau le plus élevé en 18 ans selon les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques NBS. En août 2023, le pays de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une inflation de 25,8%, ce qui a suscité des craintes quant à l'impact sur l'économie et le pouvoir d'achat des Nigérians. Cette accélération de l'inflation record est le résultat de plusieurs facteurs tels que la dépréciation de la monnaie locale, le Naira, la hausse des prix des denrées alimentaires et la flambée des coûts de l'énergie. Au Nigeria, on parle d'inflation car on assiste à l'augmentation globale des prix et non uniquement les prix de quelques biens et services. En effet, au Nigeria, on observe que chaque naira permet d'acheter moins de produits. Le prix du panier de biens au Nigeria a fortement augmenté et c'est une inflation alimentaire portée sur le prix du pain, des céréales, des pommes de terre, l'igname, le café, le thé, le poisson ou encore le cacao. Selon le Bureau national des statistiques, l'inflation alimentaire qui représente l'essentiel des paniers d'inflation du Nigeria a augmenté à 29,34% en août contre 26,98% en juillet, alors qu'on note une augmentation des prix des produits de base, en particulier le pain, les céréales, entre autres.
Les conséquences de cette inflation titrée du record du plus haut niveau jamais connu au Nigeria en 18 ans seront malheureusement la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la réduction de leur épargne, la redistribution de la recherche, l'augmentation des coûts de production et surtout la diminution de la compétitivité, ma foi. Pour remédier à la situation, des mesures ont été introduites par le gouvernement nigérian dans le but de stabiliser la monnaie locale et encourager la production locale. En juillet dernier, la Banque centrale du Nigeria a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base à 18,75% et devrait fixer à nouveau ses taux le 26 septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, l'aide internationale continue d'affluer en Libye depuis les inondations meurtrières provoquées par la tempête Daniel. Plus de 70 avions ont atterri pour délivrer des équipements de secours. Le gouvernement de Tripoli a par ailleurs stipulé dans un communiqué que 24 pays ont acheminé de l'aide humanitaire. Parmi eux, les Pays-Bas qui ont notamment livré de la nourriture et des médicaments. Après le drame, l'heure est aujourd'hui à la reconstruction. Le 10 octobre prochain, Derna, ville la plus touchée par les inondations, devrait accueillir une conférence internationale. Le but, présenter à la communauté internationale des projets modernes et rapides pour la reconstruction de la ville. Rappelons que le bilan des inondations est toujours incertain. Selon les derniers chiffres donnés ce samedi par les autorités de l'Est, les inondations ont fait plus de 3800 morts. À ces chiffres s'ajoutent également plus de 43 000 personnes déplacées selon l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis plus de 10 ans, le Sénégal s'est donné un objectif de taille, atteindre l'autosuffisance en riz, un défi qu'il devient urgent de relever dans la mesure où l'Inde, premier exportateur mondial de riz, a récemment décidé d'interdire l'exportation de riz blanc non basmati. Pour inciter les producteurs à se lancer dans la filière rizicole, les autorités avaient mis en place une subvention de 32 francs CFA par kilo de riz cultivé sur le territoire national. Aïcha Moyouzami. Depuis l'annonce en juillet 2023 de la suspension par l'Inde des exportations de riz brisé moins cher, les autorités sénégalaises multiplient les initiatives pour limiter sa dépendance aux importations en développant la production nationale pour être autosuffisant d'ici à 10 ans. Pour inciter davantage de producteurs à se lancer dans la riziculture et augmenter les revenus de 20%, les autorités ont mis en place une subvention de 32 francs CFA par kilo de riz cultivé sur le territoire. Ainsi, pour améliorer la production, les femmes de la localité de Goudiri à Tambacounda s'activent dans la riziculture. Nous avons l'obligation de venir chaque mardi, mais des groupes sont formés pour superviser chaque jour nos champs de riz. Nous remercions la Sodagri et les techniciens en agriculture qui opèrent dans la zone. À ce rythme, le Sénégal va cesser d'importer du riz sous peu. Au Sénégal, les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre du secteur agricole qui représente 30% des emplois sénégalais selon la Banque mondiale. Cependant, elles sont confrontées à de nombreux défis, le changement climatique, les risques d'infestation et les ravageurs, une situation que le gouvernement envisage d'améliorer à travers le déploiement sur le terrain de ses services techniques. Dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, l'État du Sénégal a mis en place des semences subventionnées et des intrants. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir pour le département de Goudiri près de 118 tonnes de semences de riz de Nerika 4 et 6 et de Sahel 108. Et ces femmes ont pu également bénéficier des intrants tels que l'engrais DAP et TSP que l'État du Sénégal a mis gratuitement au niveau des producteurs. En 2012, Macky Sall avait déjà annoncé un plan d'autosuffisance en riz à atteindre en 2017. 10 ans plus tard, la production de riz ne représente que 40% de la consommation nationale, le reste étant importé. L'apport des femmes dans la filière rizicole permet de pratiquer la culture de plateau et de bas-fond. Si cet apport n'est pas encore suffisant, il permet déjà de contribuer à la consommation locale qui devrait atteindre 1,5 million de tonnes de riz par an d'ici 2030 contre 900 000 tonnes en 2022. C'est un accord considéré comme historique. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le traité sur la haute mer a été signé après 15 années de négociations. Un texte signé par l'Union européenne et plus de 60 pays, dont le Maroc. Objectif, protéger d'ici 2030 30% des mers et des terres. Amenedji.
Omar Hilal, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à New York, a signé le 21 septembre 2023 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La signature de cette convention s'est tenue en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, positionnant le Royaume en tant que 115e pays à avoir signé cet instrument au terme de 18 ans de négociations. Ce traité est d'une importance capitale, à mon sens, dans la mesure où il a un caractère contraignant, ce qui a pour avantage de mettre les États face à leurs responsabilités et j'ajouterais même face à leur redevabilité. 7e pays africain en termes de longueur du littoral, le Maroc possède deux façades maritimes longues de 3500 km. La signature du traité sur la protection de la biodiversité en haute mer devrait permettre au Royaume de mieux contribuer à la protection des eaux internationales et de plus en plus soumises à la pression de l'activité humaine et où se développent toutes sortes de trafics. Contrairement à l'accord de Paris COP21 2015, ce traité vient combler un vide juridique qui a toujours existé au sujet de la protection et la préservation des écosystèmes marins et leur biodiversité. Mais en attendant, pour le moment, nous sommes qu'à l'étape de la signature et il faut attendre encore la ratification. La haute mer, qui représente 64% des océans du globe, génère 50% de l'oxygène et absorbe 25% du gaz carbonique provenant des activités humaines. Selon les données des Nations Unies, seul 1% de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation, d'où le bien fondé de ce traité international adopté en juin 2023 et destiné à lutter contre les menaces marines afin de protéger d'ici 2030 30% des terres et des océans de la planète. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.